Bien, alors nous reprenons pour la dernière intervention de la journée, qui est donc close par le chef du programme Sigilla et qui va parler des contenants de sceaux. Donc un sujet dont on ne parle pas forcément si souvent que ça, à tort sans doute parce qu'ils emportent beaucoup de significations symboliques et esthétiques. Et sur ce, je donne la parole à Laurent. Merci. Merci beaucoup Guillaume. J'en profite pour dire un petit mot que je n'avais pas dit en introduction sur de remerciements pour l'accueil que nous réservent les archives diplomatiques. Aujourd'hui, bien sûr, c'est 2 jours, mais en plus généralement pour le programme Sigilla. Et je rappelle que ça avait été quand même une initiative interne des conservateurs, donc de la grande prédécesseur de Guillaume François et donc de Gabrielle Poisson, qui d'elle-même était venue au tout début du lancement de Sigilla, était venue apprendre comment fonctionnait la base, avec l'idée de progressivement verser ses sceaux. Et donc c'est votre, j'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est votre collègue conservatrice qui nous avait intéressé à ces sceaux contemporains et qui avait motivé l'idée d'aller collecter toutes ces données et qui avait justifié après une levée de fonds pour Damien Pritarski, etc. Toute l'histoire. Et donc voilà, merci infiniment parce que, comme l'a rappelé Louisa tout à l'heure, c'est quand même des sceaux qui sont ignorés, toute cette production sigillographique moderne et contemporaine et qui sont d'une grande beauté. Et donc en découvrant un peu cette collection à travers le travail de collègues de Guillaume François, de Damien Pritarski, soutenu par Guillaume François, évidemment j'avais découvert ces ensembles. Alors le premier, une des pièces que vous conservez, que Damien a présenté hier, peut-être un peu plus classique, donc des boîtes en bois avec, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc du scellage dans la boîte, avec un berceau de cire naturelle et dessus un seau de cire rouge qui est plaqué, et puis surtout tout cet ensemble qu'on a vu ensemble. Je vous remonte les images parce qu'elles sont très belles, mais maintenant vous les connaissez bien. J'étais pas sûr qu'on les verrait autant, mais voilà, quelques-unes de ces très belles boîtes que vous conservez et qui attirent l'attention sur ce dispositif particulier dans ces prolongements contemporains. Et donc c'était l'occasion pour moi de revenir de façon plus générale sur une petite enquête, ce qui n'est vraiment qu'une petite et très modeste enquête, pour laquelle j'ai justement essayé d'explorer un peu les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle base Sigilla, de façon que j'ai trouvée assez satisfaisante. Elle est bien sûr pas parfaite, mais elle permet déjà quand même d'apporter un certain nombre d'informations, en m'intéressant de façon assez large sur ces dispositifs. Objectivement, j'ai pas trop su comment les appeler. Est-ce qu'il faut parler de contenants de sceaux, de protection de sceaux? Vous allez voir que leur fonction elle-même brouille un peu les pistes sur la façon dont il faut les qualifier, puisque les intentions ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, parler que de protection serait assez limitatif, parler que de contenant, là aussi, est assez restrictif. Donc voilà, la question reste ouverte de savoir comment finalement il faut appeler cet ensemble de pièces qui ont des fonctionnalités assez différentes et dont je vous donne déjà un tout petit aperçu. On va revenir en détail sur ces différentes formes. Mais outre, ou bien avant plutôt, les très belles boîtes qu'on a pu observer ici, il y avait déjà eu le Moyen-Âge, la sigillographie médiévale et même antique, vous allez le voir, avait déjà imaginé toute une série de solutions pour protéger et magnifier, hein, c'est un peu les 2 enjeux, protéger et magnifier ce signe qui était essentiel, vous le savez bien, à la validation du document. Et donc il fallait évidemment en prendre le plus grand soin possible, sachant que l'usage de la cire étant très ancien, on avait parallèlement fait le constat que même si la cire médiévale donne avec le temps un objet très dur, ça reste quand même un objet très fragile et qu'on avait bien constaté les enjeux de la perte de ces sceaux, de ces scellements. Donc voilà, une pratique qui s'est développée, comme on l'a vu, et qui est bien mise en lumière par les collections des archives diplomatiques, et qui est, je l'ai redécouvert, alors certains d'entre vous connaissent peut-être déjà un peu toutes ces réalités que je vous présente. De fait, je crois qu'il n'y a jamais eu de recherche ou de publication, là je me tourne vers les membres de la Société d'héraldique, à ma connaissance, il n'y a pas de publication qui a été dédiée spécifiquement à cette question des contenants et dispositifs de protection. Voilà, donc le premier point peut-être qu'on peut rappeler, c'est que c'est un héritage antique et qu'effectivement, parmi les petits artefacts que trouvent les archéologues dans les chantiers plutôt du Bas Empire, le fait de trouver des petites boîtes à sceaux, ce qui a été identifié assez tardivement d'ailleurs, on ne comprenait pas trop la fonction de cet objet. Les archéologues ont mis un peu de temps à saisir les fonctions de ces petits objets pour finir par découvrir qu'il s'agissait effectivement de dispositifs qui étaient destinés à être pincés autour du sceau et qui préservaient donc le sceau et sa fonction de validation. Et donc il y a des quantités assez importantes hein, dans les fonds d'archéologie du Bas Empire, des quantités assez importantes de ces petits objets qui ont quand même toute une série d'analogies typologiques avec ce qu'on va voir faire au Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. L'idée d'une petite boîte qui se ferme avec une charnière, vous verrez qu'on en verra d'autres,
et puis l'idée de signes qui sont répétés sur le couvercle de la boîte. Alors malheureusement, les seaux initiaux, qui étaient évidemment la plupart du temps des intailles, hein, donc des marques d'intailles, les seaux initiaux sont quasiment jamais conservés. Je crois que ce qui a permis aux archéologues d'établir que c'était bien des boîtes à seaux, c'est quand même la présence de cire. Il reste un peu de cire au fond de certaines de ces artefacts, ce qui a confirmé leur usage. Mais on est incapable de dire aujourd'hui, si les boîtes qui présentent des grenouilles ou des aigles correspondaient au motif même de l'empreinte qui était à l'intérieur. Mais donc voilà, une pratique ancienne qui visiblement disparaît pendant plusieurs siècles et puis va réapparaître sous une forme un peu analogue à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. Mais entre-temps, le Moyen-Âge va imaginer toute une série d'autres pratiques, dont je vous expose ici une sorte de panel sur le détail duquel on va revenir, mais toute une série de formes et de solutions assez variées pour protéger le sceau, mais encore une fois avec cette ambiguïté qui est à la fois de le protéger et à l'évidence de le magnifier. On le solennise encore, comme s'il n'était déjà pas suffisamment, mais on va le solenniser encore en le protégeant dans un contenant qui, soit par sa matière, soit par son décor, donne encore de la valorisation à ce signe de validité. Donc je vais revenir sur ces différentes mises en forme dont vous connaissez déjà, je pense, un certain nombre. Alors, une première question, l'outil que j'ai exploité de façon assez logique, vous allez me dire, pour essayer de constituer ce corpus, c'est de me tourner vers la base Sigilla. La base, quand elle s'est constituée, vous le savez bien, s'est appuyée en grande partie sur les définitions du vocabulaire international de la sigillographie et puis de la note qui avait été constituée au sein des archives pour décrire les sceaux. Et de fait, on avait introduit dans les formulaires de description des empreintes 2 entrées, alors un peu curieusement 2 entrées, mais les raisons s'en expliquent, 2 entrées distinctes qui avaient comme fonction de décrire le contenant, une qui s'appelait conditionnement originel et qui proposait donc une boîte en fer étamé, boîte en bois, boîte en argent, boîte en métal doré, parchemin cousu, sachet de cuir, sachet textile. Voilà. La liste n'est pas exhaustive, parce qu'on a aussi des sachets papier. Enfin, il y a d'autres solutions de conditionnement originel. Tout ça sous-entendait qu'on collectait ici le conditionnement qui était observé sur le document, considérant que c'était effectivement un conditionnement qui avait été apposé dès la production du sceau, dès l'origine. Et puis, on avait ouvert une autre entrée qui était donc des dispositifs de protection ultérieurs, dans laquelle on avait mis, avec Philippe Jacquet, 4 entrées, donc non définies, boîte en bois, sachet d'étoupe ou sachet en toile. Et en fait, cette deuxième catégorie est difficilement opératoire dans la mesure où c'est très difficile en fait, de dater. Vous allez le voir parmi les exemples que je vous présenterai. Très souvent, on ne sait pas vraiment quand est-ce que le dispositif de protection a été installé. On voit qu'il est ancien ou récent. Et donc, l'intérêt de collecter les dispositifs de protection récents me semble assez limité. Ça ne sert à rien de dire qu'aux archives départementales de l'Aube, on est allé faire des sachets en textile depuis 30 ans pour protéger les sceaux. Enfin, en tout cas, on ne le collectera pas comme une donnée historique, ça n'a pas d'intérêt, même si c'est très louable que les conservateurs aient essayé des tas de solutions pour protéger leurs sceaux. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait, de le collecter comme une donnée contemporaine. Et du coup, il y a une interférence clairement. On voit bien comment nos contributeurs utilisent ces 2 entrées. Il y a des interférences dans les saisies, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux, comme sur un certain nombre d'entrées Sigilla que nous efforçons de corriger avec votre aide. Mais effectivement, il faut clarifier les choses. Et en constituant ce corpus et cette enquête, voilà, on a convenu avec Catherine et avec Thomas, avec l'équipe qui revise un peu ces formulaires, d'essayer de clarifier un petit peu cette liste. D'autant que, comme toujours, quand on a une typologie de ce type-là et qu'on la confronte à un corpus en particulier, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des incohérences et des interférences. Donc il y a vraiment nécessité, par rapport à une liste qui est établie un peu de façon théorique, de la confronter à la pratique et de voir dans quelle mesure elle est vraiment pertinente. En l'occurrence, si on reprend donc les contenants, je crée 2 catégories, mais vous allez voir qu'elles sont un petit peu construites pour les besoins de la démonstration. Je vous présenterai 2 catégories. Les contenants qui ont été imaginés plutôt pour protéger les sceaux, où clairement on n'a pas forcément d'intention de solennisation ou de magnifier le sceau. Et puis un autre ensemble de contenants qui sont plutôt destinés à mettre en valeur le sceau, sachant que tout en mettant en valeur le sceau, ils contribuent également à le protéger. Donc les 2 réalités se rejoignent évidemment. Donc voilà, un ensemble de dispositifs imaginés, celui que catalogue le vocabulaire international et qu'on avait plus ou moins repris dans Sigilla, c'est cette idée des sachets.
des sachets dans lesquels on va entourer le seau pendant, qui va être protégé donc dans un sachet. Et là, en fait, la typologie est extrêmement variée dans les sources. Et là, je parle vraiment de sachets qui, visiblement, sont anciens. Encore une fois, il faudrait pouvoir Dans certains cas, c'est une évidence. Le parchemin utilisé et la façon dont il est monté garantit que c'est une pratique ancienne. Dans un certain nombre d'autres cas, c'est moins facile. On ne peut pas garantir que le sachet n'a pas été rajouté au XVIIe, XVIIIe siècle, ou même plus tardivement. À partir du moment où il est produit en papier ancien, voire en parchemin, en remploi, c'est très difficile de pouvoir dater le moment où l'opération a été réalisée. Mais pour un certain nombre d'entre eux, on a clairement l'impression, mais ça reste une impression, que la pratique est médiévale. Et de fait, on va produire tout un ensemble de sachets de types différents, du parchemin, plutôt à la fin du Moyen-Âge, donc à partir du 15e, du papier, des sachets en cuir, qui sont du parchemin vraiment tellement épais qu'on est plutôt proche du cuir que du parchemin, et puis des textiles que j'appelle communs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des textiles précieux. Clairement, ce sont des textiles ordinaires. Et cette collecte en fait, des seaux qui sont mis dans des sachets invite à réviser un peu le qualificatif de sachet d'étoupe qu'on avait utilisé dans Sigilla et qui, je crois, vient du vocabulaire international, puisqu'en réalité, un certain nombre de ces contenants vont effectivement être bourrés avec de la filasse de lin, de l'étoupe. Voilà. Une filasse, ça peut être même une filasse qui ressemble à de la paille de bois, par exemple, qui a évidemment comme intention d'amortir les chocs et de permettre de préserver le seau. On en voit ici un exemple tardif, puisqu'il s'agit d'un seau d'Henri II, conservé à Poitiers, aux archives municipales de Poitiers. Alors le sachet n'a pas été ouvert, puisque la pratique de conservation, qui me semble tout à fait raisonnable, est de ne pas ouvrir. On en a une démonstration tout à l'heure par Gabriel Poisson, qui, voilà, quand le contenant n'est pas spontanément aisé à ouvrir, à moins d'une investigation très particulière, on en verra une pour le seau de Thomas Becket dans quelques minutes, mais à moins d'un seau vraiment qui mérite lui-même une analyse ou que le contenant mérite une analyse fouillée, il faut éviter d'intervenir sur un contenant qui est clos depuis sa pratique. Mais donc quand les contenants ont disparu ou qui sont entrouverts, on voit effectivement ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un seau protégé par de l'étoupe ou de la filasse et pris dans une enveloppe. Vous voyez bien que sur cet exemple, ça n'a pas évité les ravages, ça n'a pas évité au sceau d'Henri II d'être détruit. Voilà ce qu'on aurait dû trouver. Alors c'est un sceau d'Henri II qui est pris sur un autre document, mais voilà ce qu'il en reste malgré les efforts faits par les conservateurs pour protéger ce sceau. La pratique d'ailleurs pose question aux sigillographes, parce que si on considère que l'intérêt d'apposer un sceau sur un document, c'est de poser une marque de validation, identifiable de validation, si vous cachez ce seau sous un sachet qu'il ne faut pas ouvrir, voilà, la fonction, alors il est là pour l'intention, la théorie, c'est une idée qui est revenue à plusieurs reprises dans les différentes communications, cette idée d'une pratique qui est, et Louisa le rappelait pour la position des cachets sur les actes du 19e siècle, c'est l'idée d'une pratique qui est plutôt une pratique d'intention que de réalisation. Donc peut-être qu'il y a un peu de cette idée dans ces seaux qui sont tellement cachés qu'on ne peut pas les voir. Alors l'idée de sachet d'étoupe, je vous disais, n'a pas beaucoup de fonctionnalité, parce que d'une part, parce que l'étoupe est mise dans toute une série de contenants, aussi bien des sachets que dans des boîtes. Donc on pourrait, dans ce cas, il faut parler aussi de boîtes d'étoupe, mais on n'en finit plus. Et ce qui se passe effectivement assez fréquemment, c'est qu'il ne reste plus que l'étoupe, que le sachet lui-même a disparu, et l'étoupe en fait a collé à la cire. Et donc effectivement, on observe sur le seau des restes d'étoupe. Donc ça peut être, pour le coup, ça vaut le coup d'être mentionné, de parler de restes d'étoupe, pour bien montrer qu'il y avait un dispositif de protection, mais effectivement celui-ci a disparu. Voici des exemples donc de René II, fin du XVe siècle, ou tout début du XVe siècle, ici avec Jean du Ponchot. Là, ce n'est pas la date qui est signalée en dessous. Et donc voilà, ça aurait été intéressant pour chacun des types que je vais vous présenter, et ça serait intéressant, il faut le faire, de rétablir la chronologie en fait, des usages. J'espérais que la base Sigilla dans sa nouvelle version allait me le permettre, mais voilà, notre moteur de recherche a fait des gros progrès, mais il n'en est pas encore là. Donc il faut effectivement par le biais de ce type d'enquête, qu'on essaye d'améliorer les fonctionnalités. Ça serait idéal que la base puisse nous classer les informations, que quand j'appelle dans Sigilla tous les seaux conservés dans des sachets, qu'on ait directement un classement chronologique des résultats et qu'on sache à partir de quand. Ça nous permettrait en un clin d'œil de savoir en tout cas les plus anciens exemples connus dans la base et puis les plus récents, qui permettraient un peu de cerner la chronologie de toutes ces pratiques.
À l'évidence, pardon, avant de venir à cet exemple, à l'évidence, elle est bien plus ancienne que ce que affirme le vocabulaire international de la sigillographie, qui n'y voyait qu'une pratique du bas Moyen-Âge. Et visiblement, on a des sceaux protégés sous sachet, avec sans doute déjà de l'étoupe, dès le XIIe siècle. Voilà un bel exemple ici, exemple alsacien, tiré des belles collectes de l'équipe sigillale, avec 2 sceaux dont là les sachets permettent de les découvrir, mais on a des sceaux du XIIe siècle qui sont protégés dans des sachets de toile. Et qui sont, enfin, sauf erreur de ma part, mais qui semblent véritablement contemporains à la rédaction du document. Et puis, en tombant sur cette image dans la collecte sigillale, je me suis dit magnifique, un exemple superbe qui va être le clou de ma présentation. En réalité, ce document fait partie d'une série de faux très connus des sigillographes qui s'appellent les faux de l'abbaye de Thiron, et qui ont été produits sans doute quand même déjà au XVe siècle, sont des faux du XVe siècle, mais quand même des vrais faux. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le faussaire, qui est le diplomatiste faussaire qui s'est donné le mal de produire cette fausse charte, a quand même protégé les sceaux sous des sachets, et il est allé créer des sachets très sophistiqués. Alors, est-ce qu'il le fait sur la base de choses qu'il a observées sur d'autres documents? Je n'en ai pas trouvé analogue, mais là, ce sont des sachets qui sont moitié toile, moitié cuir, cousus, et avec de l'étoupe en plus dedans. Donc il a vraiment et en plus, pardon, les sachets sont marqués. Chaque sachet est marqué au nom du sigilant qui a laissé son sceau en dessous. Donc on a vraiment l'apparat le plus abouti possible du dispositif de protection. Est-ce qu'il en avait vu du même type et qu'il a copié ce qui existait réellement, ou est-ce qu'il a voulu faire le nec plus ultra du dispositif de protection? Mais voilà, c'est un exemple qu'il faut malheureusement écarter. Et puis pour finir, mais j'aurais pu vous en mettre, on en a une centaine collectées pour l'instant sur Sigilla, vous en connaissez tous sans doute beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est pas du tout rare de trouver des sceaux protégés sous des sachets de parchemin ou de toile. Encore une fois, ce qui serait assez intéressant, c'est vraiment d'établir la chronologie de la pratique. Peut-être aussi d'étudier les types de toiles qui sont utilisées. Ça a l'air d'être du lin la plupart du temps. Et j'ai trouvé ce cas que je trouvais intéressant à mettre en évidence, où le textile a été teinté, voilà, de noir. Je n'ai pas d'explication à vous fournir, c'est juste un constat. On n'utilise pas forcément des textiles dans leur couleur naturelle. Il y a parfois peut-être un petit investissement de décoration dans le choix de teinter ce seau en noir, mais je peux difficilement vous en dire plus. Et puis en haut, un exemple, je n'ai pas mis la cote, excusez-moi, un exemple de cuir. Là, pour le coup, c'est vraiment un sachet en cuir, comme une sorte de cloche en fait, qu'on vient glisser sur le seau, qui coulisse le long du las de parchemin, de la languette de parchemin, et qui permet donc de dévoiler le seau. Donc dispositif de protection. Et puis le deuxième grand ensemble, après les sachets, le deuxième grand ensemble de dispositifs de protection, ce sont les boîtes en bois, enfin les boîtes en général, qui vont être pour la période médiévale d'abord surtout en bois, mais on va y revenir, en fer très tôt quand même visiblement aussi. Avec ici un cas qui est assez, qui sort un peu de l'ordinaire, mais là encore je pense que je me tourne vers Louisa parce qu'on est ici dans le Dauphiné. Ça ne serait pas étonnant que vous en ayez de ce type-là. Non, tu n'as jamais croisé ça dans tes sources. Voilà. Mais en tout cas, la boîte est magnifique. Elle est taillée. Voilà, on imagine l'homme des montagnes sortant non pas son opinel encore, mais son couteau est taillé dans une bûche de sapin. Cette navette qui est magnifique, hein, vraiment, qui pouvait se fermer. Vous voyez qu'on a un système de ligature, d'encoche qui permet de ligaturer en fait le couvercle qui est analogue, en fait, qui vient vraiment épouser la même forme, et on peut clore ce dispositif de protection qui lui-même est rempli avec de l'étoupe. Donc on retrouve encore cette idée de l'étoupe qui n'est pas réservée au sachet. Donc vraiment un très beau dispositif qui l'est aussi dans la forme, mais qui a clairement comme intention d'abord de protéger ce seau. Il faut bien imaginer que si cette pratique s'était généralisée, on n'en a aucune trace. C'est-à-dire que si ça se trouve, dans les seaux qu'on conserve aujourd'hui, c'était l'usage ordinaire. Là, je me tourne encore une fois vers les sigillographes, mais on peut imaginer que c'était une pratique qui était beaucoup plus courante que ce que nous en révèle la documentation conservée, et que voilà, dans l'usage, les dispositifs de protection ont été enlevés, ont disparu, et que ce qui pourrait expliquer, en tout cas dans ce contexte-là, qu'on n'en conserve que de façon assez exceptionnelle. L'autre grand dispositif qui nous a été présenté à plusieurs reprises ici, ce sont les boîtes en bois, et je crois à 99%, alors je n'ai pas fait d'analyse dendrochronologique, mais à 90%, ce sont des boîtes en buis, puisque le buis a la particularité de se tourner très bien. C'est un bois qui est très dur, qui devient quasiment comme de l'ivoire hein, quand il sèche,
et qui se tournent. C'était vraiment le bois qu'on tournait de façon traditionnelle. Donc ce sont des boîtes qui sont tournées, qui sont façonnées autour, qui permettent de les creuser, qui permettent de créer l'emboîtement du couvercle et du fond, et qui du coup devient la typologie classique de la boîte en bois dans laquelle on va protéger des seaux. Seaux qui eux-mêmes peuvent être protégés soit à nouveau avec de l'étoupe, soit comme on le voit ici, dans un cas assez exceptionnel d'éléments conservés, le seau était coincé entre deux morceaux de papier, je crois en l'occurrence c'est des papiers, deux feuilles de papier qui venaient aussi le protéger des chocs, et qui sont a priori une pratique contemporaine de la rédaction de l'acte. Ce n'est pas une invention des conservateurs quelques siècles plus tard. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut souligner ici, c'est la possibilité de sortir le seau. C'est-à-dire que le seau a été scellé, appendu, et on est venu l'insérer dans un dispositif de protection, ce qui n'est pas le cas d'autres mises en forme des boîtes sur lesquelles on va revenir, où là on a vraiment un scellage dans la boîte qui unit ou associe de façon inéluctable le seau et son contenant. Alors c'est un dispositif qui est très fréquent, la boîte en bois, en particulier, alors c'est dans la base Sigilla actuellement, mais ça peut être un effet de source. Les saisies alsaciennes sont très importantes, merci aux Alsaciens qui sont si efficaces. Et donc effectivement, et en Alsace, ça s'est beaucoup pratiqué, cette pratique, dans l'Est en général. Ce scellage dans la boîte, c'est beaucoup pratiqué. Et donc, c'est peut-être un effet de source, mais quand on appelle cette information sur le moteur de recherche de Sigilla, on a à peu près 800 entrées qui remontent. Donc, on a aujourd'hui à peu près 800, un petit millier de seaux conservés dans la base qui sont encore associés à leur boîte en bois. Donc, vous voyez, c'est un usage qui est quand même vraiment fréquent et qui, en tout cas, est bien documenté. Et chronologiquement, les premières attestations sont de la fin du XIVe siècle jusque tard dans le XVIe siècle. Et même, on l'a vu bien au-delà, jusqu'à nos jours, jusqu'au XIXe siècle au moins. Une petite remarque sur cet usage, c'est assez intéressant de voir les avatars en fait, qu'ont créé ces dispositifs de protection, et en l'occurrence les graveurs de cachets, les graveurs de cachets, puis plus tard de chevalières ou de signets, ont pris l'habitude, quand ils vendaient à leurs clients le produit de leur réalisation. C'est un usage qui se fait toujours. Quand on achète aujourd'hui une chevalière, on a un tirage qui est fait par le graveur pour vous montrer le résultat que ça donne. Sauf que maintenant, on met ça dans une boîte en plastique. Mais donc longtemps, en Angleterre en particulier, mais sans doute aussi en France, l'usage des graveurs était de les mettre dans des boîtes en bois, en buis, en buis teinté. Mais on avait gardé l'idée de protéger le seau dans cette petite boîte en bois. Dernier contenant de protection, ce sont les boîtes en fer. Et là encore, on a l'idée que c'est plutôt un dispositif tardif, alors qu'en réalité, il semblerait que l'usage est très ancien, d'aller protéger des seaux dans des boîtes en fer étamé en particulier. Et là encore, on a cet exemple donc, ici aux archives. Alors peut-être qu'Arnaud pourrait nous le dater. Comme c'est un seau détaché qui est conservé donc, aux archives départementales de l'Aube, seau détaché, donc malheureusement pas datable, mais vous serez d'accord que la mise en forme d'un seau navette avec un seau pendant en dessous, un sous-seau, laisse penser quand même à une pratique médiévale assez haute, on pourrait dire 14e siècle peut-être, fin du 14e, début du 15e siècle. Donc c'est un usage qu'il ne faut pas forcément cantonner à la fin du Moyen-Âge dans sa pratique. Ici, voilà un autre exemple, les très beaux seaux de la mairie de Besançon. La mairie de Besançon a des très beaux documents collectés dans le cadre de la campagne de collecte en Bourgogne-Franche-Comté. Et là, on a cette boîte à seaux de la fin du 15e siècle qui confirme vraiment l'usage déjà ancien de cette pratique. Voilà, un très bel autre exemple, des indulgences, une lettre d'indulgence du début du XVIe siècle, où malheureusement tous les seaux ont disparu, mais on voit bien toutes les boîtes qui avaient été préparées pour recevoir, ou peut-être qu'ils les ont jamais reçues d'ailleurs, mais en tout cas les boîtes avaient été préparées pour recevoir des empreintes, a priori des empreintes de prélats, qui validaient donc les indulgences. Donc, premier grand ensemble des contenants qui étaient vraiment faits pour protéger les seaux. Et puis, le deuxième ensemble qui apparaît, c'est des contenants qui sont faits plutôt pour sublimer les seaux et qui, là aussi, apparaissent très tôt, en réalité, en tout cas dans le processus de développement de l'usage des seaux. Puisque dès le XIIe siècle, on a des pièces conservées qui sont protégées sous des textiles de luxe, des textiles précieux. Alors,
encore une fois, vous pourriez me dire que les textiles ont peut-être été ajoutés plus tardivement et que ce n'est pas une mise en forme d'origine. Il se trouve que les analyses textiles qui ont été faites autour de ces quelques pièces connues ont prouvé que c'était des textiles orientaux anciens, même souvent d'ailleurs antérieurs au XIIe siècle, puisque vous savez que c'est des textiles qui sont remployés dans le cadre des pratiques liturgiques, enfin, des vêtements liturgiques. Et donc beaucoup de ces textiles ont été identifiés effectivement comme des textiles byzantins ou orientaux des 10e, 11e, 12e siècles, voilà, et qui ont été mis autour des sceaux pour les protéger potentiellement dès la constitution du document lui-même. Il y a donc tout un groupe de recherche qui s'est constitué aux archives nationales d'Angleterre autour de cette question des textiles précieux utilisés comme sachets de sceaux, et qui a commencé un petit corpus. Le corpus n'est pas très étendu, je crois qu'on connaît une dizaine d'occurrences actuellement, mais encore une fois, tant qu'on ne s'intéresse pas à un objet, on ne le voit pas, et du jour où on commence à s'y intéresser, eh bien, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc voilà un exemple ici pour l'abbaye de Bordesley, milieu du XIIe siècle, et puis l'exemple qui avait été beaucoup valorisé dans le cadre de ce projet de recherche des Archives nationales d'Angleterre, c'est cet acte scellé par Thomas Becket, donc évidemment très, très prestigieux pour l'histoire de l'Angleterre, et qui a fait l'objet, alors là encore, on ne sait pas très bien quand, mais en tout cas qui a été conservé, entouré par une soierie byzantine ancienne, et dont l'analyse des textiles a prouvé qu'il n'y avait aucun doute sur l'origine ancienne de la soierie, qui fait typiquement partie de ces vêtements qui sont réutilisés comme vêtements liturgiques. Et à titre de comparaison, l'article qui développait ce dossier montrait ce reliquaire qui était connu pour avoir conservé un morceau de la chasuble de Thomas Becket, imprégné du sang, la chasuble forcément qu'il portait le jour de son assassinat à Canterbury. Mais voilà, donc l'idée que, en tout cas, on ait pu éventuellement utiliser un vêtement liturgique porté par le saint lui-même pour protéger son sceau, aurait du sens. À moins qu'on soit juste dans un usage classique de ces sceaux de prestige de la fin du XIIe siècle, dans lequel on avait l'habitude de protéger le sceau sous une étoffe précieuse. Alors on a identifié hors contexte sigillographique d'autres étoffes qui sont connues comme ayant été des sacs à seaux, des petits sachets pour porter des seaux. En voici un exemple ici. Mais toute cette information-là est très dispersée et donc elle est seulement depuis quelques années en train d'être collectée, notamment par ce projet de recherche des Archives nationales d'Angleterre. Voici un exemple. Alors, un certain nombre sont conservés pour protéger précisément des sceaux royaux. Ça a été, semble-t-il, une habitude de protéger les sceaux royaux par des étoffes précieuses. Ici, un sceau d'Henri III, donc nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Un autre sachet textile qui est démantelé, mais qui était connu pour avoir protégé lui aussi un sceau d'Henri III. De façon assez étonnante, il est aux armes d'une grande famille anglaise, donc de William de Force et de son épouse. Pourquoi on aurait été mettre un sachet aux armes du roi, enfin un sceau royal, pardon, dans un sachet aux armes d'un de ses vassaux, d'un de ses seigneurs? Est-ce que c'était sur un acte donné par le roi à ce seigneur qu'aurait justifié que le seigneur l'ait protégé, ou que le roi même ait fait faire en hommage un sachet au sceau du bénéficiaire? Voilà, on peut tout imaginer, mais de fait, on n'a pas beaucoup de réponses. Mais l'usage est bien établi de faire des sachets précieux armoriés pour protéger les sceaux royaux. Et les sceaux royaux eux-mêmes en ont suscité. Voilà deux exemples avec des techniques différentes, donc c'est assez intéressant de le souligner. Ils sont contemporains. Ce sont deux sceaux d'Édouard Ier qui sont ensachés dans des contenants différents, l'un brodé, l'autre peint, mais clairement avec l'emblématique royale anglaise pour magnifier le sceau du roi. Sans doute qu'il faut associer cette mise en valeur du sceau avec tout l'apparat qu'on a évoqué à plusieurs reprises, tout ce qui se développe autour de l'application du sceau pour le mettre en écho avec la lettrine de la charte qui peut porter les armes et l'initiale, avec les fameux papiers qu'on a vu découpés aux formes des colliers d'ordre, etc., enfin des insignes d'ordre. Tout ça correspond de la même idée en fait d'entourer le sceau tout un dispositif qui le valorise. Cette pratique enfin, invite à relire un peu de façon différente tout un corpus sur lequel j'avais déjà travaillé il y a quelques années, qui sont ce qu'on a appelé des bourses ou des aumônières armoriées. En fait, on conserve dans les trésors d'abbaye ou de sacristie des grandes institutions religieuses européennes tout un ensemble de textiles précieux, armoriés,
dont on ne sait pas très bien finalement quelles étaient les fonctions d'origine. Peut-être tout simplement des bourses qui étaient destinées à recevoir effectivement des espèces sonnantes et trébuchantes données comme aumône par les grands seigneurs du coin. Très souvent, ces contenants ont changé d'utilisation et sont devenus des contenants à reliques. Donc on parle souvent de bourses reliquaires ou de bourses à reliques, mais je m'interroge du coup sur la possibilité que certains de ces sachets aient pu être des sachets à seau. Donc là, il faudrait aller revoir précisément leur taille et voir si la taille fait sens par rapport au diamètre ordinaire d'un seau, voire même des sachets qui auraient pu permettre de contenir les matrices. Donc sachets à seau, pourquoi pas, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas ceux de petit format, ou encore des sachets à matrice, puisque l'usage va effectivement s'imposer de conserver les matrices. On a évoqué tout à l'heure le coffret d'Adam Fumé, qui aurait pu être un coffret à seau. On a toute une série d'attestations dans les sources de ces coffrets dans lesquels on conserve les matrices du prince. Et pourquoi pas imaginer qu'on ait conservé, et d'ailleurs c'est documenté dans le vocabulaire international de sigillographie, on évoque ces bourses à matrice ou ces sachets à matrice, qui étaient donc des sacs destinés à protéger, à conserver la matrice du prince. Et donc peut-être faudrait-il, mais c'est vraiment qu'une hypothèse, relire à la lumière de cette fonction un certain nombre de ce qui avait été identifié comme des bourses à reliques, quand elles sont spécifiquement aux armes d'un prince en particulier, comme ici avec cette bourse aux armes de fou à Béarn, qui a été longtemps considérée comme un faux et qui a été réétudiée récemment à l'occasion de l'exposition de Cluny sur les broderies médiévales et qui a été authentifiée. Et puis ce très belle bourse dite à relique, conservée dans les trésors de l'Hôtel-Dieu, donc à Troyes, aux armes d'un comte de Champagne, qui, pourquoi pas, aurait pu avoir cette fonction. On sait, juste là je fais une digression qui nous éloigne un petit peu, c'est plus de la protection des sceaux dont je parle, mais cette fois-ci de la protection des matrices. On sait que c'est devenu un usage en Angleterre que le chancelier possède une bourse à matrice, et cette bourse à matrice devient même un attribut de sa fonction. Et donc on a dans les collections anglaises, et sur le marché de l'art d'ailleurs, toute une série de ces magnifiques bourses aux armes des différents rois d'Angleterre, surtout 16e, 17e, la plus ancienne est du 16e siècle, jusqu'à l'époque contemporaine quasiment, je crois que la pratique existe toujours. Donc chaque chancelier se fait réaliser une bourse à matrice dans laquelle il va porter les sceaux royaux et qui fait partie vraiment des attributs de sa fonction, voilà, de portrait de chancelier. On le voit associé avec cette fameuse, ce sachet qui n'est plus pour un sceau cette fois-ci, mais pour des matrices, donc qui nous éloigne un peu de l'objet. Et puis, dernière catégorie qui fait un peu le pont avec tout ce qu'on a observé ici dans ces très belles boîtes à sceaux contemporaines, modernes et contemporaines, c'est l'existence, dès la fin du Moyen-Âge, de boîtes à sceaux médiévales, donc orfévrées, poinçonnées la plupart du temps, qui se sont particulièrement diffusées, enfin qui sont particulièrement documentées pour le nord de l'Italie et en particulier la cour des Visconti Sforza. J'en ai pas trouvé beaucoup d'autres, j'avais pas trouvé d'autres occurrences d'ailleurs, c'est même pas beaucoup, j'en connais pas d'autres. On avait eu l'occasion avec Louisa, tu m'en avais présenté une il y a longtemps, j'ai pu retrouver dans mes sources de laquelle il s'agissait. Mais donc on a dans les collections, notamment du Castello Sorsesca ou dans un certain nombre au Bargello, voilà, l'autre jour Antoine vous mentionnez une au Bargello. Donc ce sont des boîtes qui sont ovoïdes, enfin en tout cas qui sont convexes sur le revers, et dans lesquels on faisait passer les lacs. Vraiment, le seau était produit à l'intérieur, donc on a affaire à un scellage en boîte. On ne peut pas sortir le seau de la boîte sans le briser. Et par bonheur, il y en a quelques-unes qui ont conservé la cire d'origine. Et donc avec des décors emblématisés très, très développés. C'est à ce titre-là que je m'y étais intéressé. Voilà une série d'exemples conservés ici à Milan. Et qui sont intéressantes puisqu'elles introduisent en fait, puisque voilà, à ma connaissance, c'est les plus anciens exemples qui existent, mais vous connaissez peut-être d'autres antérieurs et ailleurs qu'en Italie. Mais elles reprennent un peu cet usage de la boîte à sceaux antique que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc l'idée qu'à la fin de l'Antiquité, on avait déjà pris l'habitude d'enfermer les sceaux dans une boîte pour les protéger. Donc peut-être que l'Italie du XVe siècle redécouvre en fait cet usage antique. Et en tout cas, l'idée est véritablement de protéger le sceau et de le magnifier. Et comme on l'a souligné à plusieurs reprises pour les boîtes à sceaux contemporaines, de développer un autre discours. Donc on rajoute encore une couche d'information au niveau de l'emblématique à ce que porte déjà le sceau lui-même sur le sceau et le contre-sceau. Le contre-sceau ayant souvent déjà tendance à compléter le discours emblématique du sceau. Et bien ce discours emblématique est encore enrichi par le décor du plat
de cette boîte à seau, sur lequel, en tout cas dans le cas des Visconti Sforza, on va retrouver toute une partie de leur devise, de leur monogramme. Voilà, tout ça, tout ce qui ne figure pas sur le seau va trouver sa place ici en complément. Donc un discours très très riche et un objet très singulier. Encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure on peut considérer qu'il a été le jalon qui a conduit au développement des premières boîtes à seau orfévrées. Alors je n'avais pas mis dans mon corpus la boîte à seau entre guillemets de Louis XII. Peut-être qu'il faudrait la rajouter, effectivement, si tant est qu'on pouvait prouver qu'il y avait bien eu un seau dedans. Peut-être qu'effectivement Louis XII ou d'autres princes européens se sont inspirés de l'exemple italien. Mais donc ça devient une habitude progressive à partir du XVIIe siècle de créer des boîtes orfévrées qui vont donc protéger, contenir les seaux et qui, en plus de l'aspect de protection, vont donc garantir le fait de magnifier, de valoriser le seau. Donc quelques idées de conclusion sommaires. Vous voyez bien que l'enquête est un peu au début et qu'elle est plus pleine de points d'interrogation que d'affirmation. Mais si on s'interroge sur les formes et les fonctions de ces dispositifs de protection et de contenant de seau, ce qui frappe d'abord, c'est la variété des formes et surtout l'interaction entre les formes. Que des supports qui sont destinés à protéger sont aussi destinés à valoriser, l'un n'empêchant pas du tout l'autre, au contraire. C'est même plutôt intéressant de remplir les deux fonctions en même temps, garantir que le seau va être protégé dans le temps, et garantir qu'en même temps on amplifie encore son importance. Évidemment, là, comme je le soulignais, la chronologie reste très largement à préciser sur chacun de ces types. Il faut vraiment faire une enquête conduite sur le long terme pour essayer de cibler les usages. Évidemment, la fonction, c'est, je le disais, la fonction de protéger, et qui finalement prolonge l'idée qui est tout à fait attaché au sceau, que le sceau doit valider l'acte, et donc l'acte étant destiné à être perpétuel, il faut garantir que le sceau va y rester attaché. Évidemment, un acte, on a des tas d'exemples médiévaux que vous connaissez tous, où on a été obligé de recéler les actes ou de les faire repasser en chancellerie, puisqu'ils avaient perdu leur sceau, et donc ils perdaient une partie de leur caractère opératoire. Évidemment, beaucoup de ces solutions sont là pour valoriser des sceaux, et ça serait intéressant de faire une typologie précise de quels sceaux ont bénéficié, notamment de contenants de prestige. Notamment, quand on a un corpus un peu important, comme pour les Visconti Sforza, ça serait intéressant de bien préciser, si tant est que la boîte est restée associée à un acte, de voir quel type d'acte bénéficie de cette boîte. On vient de voir ensemble pendant 2 jours que les boîtes les plus précieuses étaient vraiment attachées à une typologie particulière de sceaux, qui étaient les sceaux des traités. Tout à l'heure, Grégoire Auguet nous montrait des lettres d'armoirie produites par le roi de Prusse, conservées chez lui. Ce sont des boîtes en bois toutes simples, des boîtes de protection, mais pas des boîtes de valorisation. Les boîtes de valorisation, on a vu, elles sont faites, pour ce qu'on en sait, dans des contextes particuliers, en particulier les alliances et les traités. Donc là, est-ce que effectivement on valorise seulement certains sceaux par le biais de ces contenants de prestige, les sceaux des souverains, en l'occurrence le sceau d'un saint. Donc on fait du sceau de Thomas Becket quasiment une relique en fait, et ça l'est de fait. Est-ce que certains sceaux d'abbé méritent d'être protégés? Voilà, ça serait vraiment intéressant d'essayer d'affiner cette fonction quand on aura un peu étoffé le corpus. Et voilà, et réinscrire, pour l'idée que j'évoquais tout à l'heure, le dernier point, c'est important de montrer dans quelle mesure ces sceaux sont destinés à enrichir les informations de ce qu'on appelle la constellation emblématique. C'était le terme qu'avait retenu Claude Jay, qui, comme vous le savez, a beaucoup travaillé sur la signature et qui avait remis en relation la signature autographe avec l'ensemble des marques de présence de l'émetteur de l'acte sur l'acte lui-même, de bien insister sur tout ce que ces contenants apportent, en plus de toute l'information qui est déjà délivrée par l'apparat diplomatique de l'acte. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laurent pour cette intervention très riche, très variée dans les nombreux supports présentés pour protéger les sceaux, effectivement, parce que ici, aux archives diplomatiques, nous avons d'assez nombreuses boîtes, mais je ne crois pas que nous ayons de sachets comme on a pu en voir ici. Et du reste, ça nous fait beaucoup réfléchir sur leur origine et les différents matériaux qu'on pouvait utiliser pour ces boîtes et ces sachets. Donc c'est vraiment une intervention très utile et qui nous donnera matière à réflexion pour la suite. J'en profite pour signaler que dans la collection des traités, nous avons quelques exemplaires où les boîtes ne sont ni en métal ni en bois, mais en ivoire. C'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs jusqu'à présent et qui concerne notamment
certaines principautés allemandes et l'espace de la Baltique notamment. Donc voilà, un autre sujet, une autre pierre à apporter dans cette vaste réflexion sur les boîtes. Donc oui, il est 35. Nous pouvons prendre quelques minutes pour des questions et je pense qu'il y en aura. Je réagis juste sur l'ivoire, peut-être de l'ivoire de Morse pour la Baltique. Je le soupçonne, oui. Mais de fait, c'est mentionné dans le vocabulaire international de la sigillographie, l'idée que, voilà, donc je pense que c'est connu. Enfin, en tout cas, vos boîtes en ivoire sont sans doute pas les seules, même si elles sont très prestigieuses, parce qu'effectivement, c'est un fait connu qu'on peut utiliser l'ivoire aussi pour des boîtes de prestige. Oui, pas de question particulière, mais simplement un complément d'information. Merci Laurent pour ta communication sur effectivement un sujet de pratique qui sont peu documentées. Simplement, on en connaît une en Champagne, et justement aux Archives de l'Aube, que j'ai eu l'occasion d'étudier il y a quelques temps, qui concerne le chartrier de Clairvaux, et qui, de manière plus générale, concerne aussi les abbayes cisterciennes, plusieurs abbayes cisterciennes en Champagne, comme si cette pratique avait été bien pensée à un moment donné pour Clairvaux et plusieurs de ses filles dans cette région, et qui prend place au moment du premier classement des archives dans les années 1230, donc on est 115 ans environ après la fondation, et on cartularise le chartrier, et au même moment, eh bien, systématiquement, on va protéger les empreintes du chartrier d'un sachet en parchemin, voilà, sur lequel on va porter la mention du sigilant, donc un peu à la manière des authentiques reliques du XIIe siècle. Voilà, on a l'écriture du sceau, par exemple, de l'évêque de Langres. Et au XIVe siècle, au moment du second classement du chartrier, eh bien, on va rajouter par-dessus un sachet en lin. On va reprendre l'étiquette du XIIIe siècle qu'on va recoudre sur le sachet en lin, et on va porter la cotation du chartrier qu'on va retrouver dans le cartulaire et en note dorsale des actes. Et cette pratique-là, elle est documentée vraiment pour toute une série, la quasi-totalité des actes de Clairvaux passés entre 1115 et 1230. Du coup, donc c'est très intéressant sur effectivement les étapes, le fait que ça a pu effectivement se faire par étapes. Mais donc c'est préservé, tous ces sachets sont préservés. Alors, c'était là où j'allais en venir, parce que justement, pour rebondir sur ce que tu disais, si on les avait pas ouverts, ces sachets, eh ben, on n'aurait pas documenté et on n'aurait pas versé dans Sigilla tout le chartrier de Clairvaux. Donc on les a. Alors, je dis ça, je n'étais pas encore arrivé, c'est en 98 que c'était fait pour la première fois, mais tous les sachets ont été ouverts, conservés à côté des actes, pour qu'on puisse les restaurer et les nettoyer. Voilà. Mais ça a été fait. Et repositionnés ou pas? Non, ils sont conservés à part. Ils sont conservés dans la boîte, juste à côté. Voilà. Donc finalement, le faussaire de Thiron était vraiment doué. C'est ça. Et donc, on a l'exemple pour des abbayes cisterciennes, notamment des abbayes de femmes, des abbayes de moniales cisterciennes à Reims, Clermarais, et à côté de Bar-sur-Aube, le Val-des-Vignes, qui sont des abbayes rachetées par Clairvaux au XVe siècle, quand il n'y a plus assez de moniales et que eh bien les moines de Clairvaux apportent la pratique dans ces chartriers qui viennent d'arriver à Clairvaux. Merci Arnaud. Très précieux. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation qui fait plaisir au sigillographe amateur que je suis et à l'archiviste, j'espère, professionnel que je suis, parce qu'en fond on est vraiment entre les deux disciplines, on est entre la sigillographie et l'histoire de l'archivistique. Peut-être qu'on est plus dans la sigillographie pour les contenants qui sont là dès l'origine, mis autour de ces empreintes, et qu'on est plus peut-être dans l'histoire de l'archivistique quand on est dans une volonté de protéger après coup ces différents éléments. Et là, je pense que de faire une comparaison avec la manière dont on a de protéger non pas seulement les sceaux, mais les actes de façon plus générale dans les fonds d'archives, à un certain moment donné, mais surtout à partir du XVIe siècle, ça vaudrait le coup pour essayer de comparer les types de matériaux qu'on utilise, quels sont les documents qu'on considère comme étant les plus importants à protéger, etc. Et puis il y a peut-être une publication récente sur les archives de l'État de Fribourg, donc Fribourg suisse, qui pourrait être intéressante, parce que dans les années 1580, le chancelier de Fribourg, Guillaume Techtermann, fait une grande campagne de fabrication de capsules de sceaux en laiton, et sur le couvercle, il y a à chaque fois la date, mais du moment où la capsule a été fabriquée.
Et ça explique pourquoi on a à Fribourg, et là c'est Olivier Richard qui pourra mettre ça en valeur, mais on a une collection de sceaux qui de façon générale est assez bien conservée. C'est grâce à ce chancelier qui non seulement s'est intéressé aux sceaux avec ses capsules à la fin du XVIe siècle, mais qui s'est aussi intéressé à protéger les actes. Et en fait, il a fait faire des pochettes en cuir pour les différents correspondants. Donc vous avez des belles pochettes en cuir, fleur-de-lysée pour toutes les lettres et les diplômes en lien avec la France ou d'autres, chaque fois avec les armoiries. Et ça a été fait en même temps. Donc là, il y a vraiment un parallèle entre la problématique archivistique et celle qui est plus sigillographique. Merci Grégoire. C'est vrai que fin 16e, avoir le souci de conservation, oui, c'est étonnant, ce classement. Et ce qui est étonnant, c'est que ça ne soit pas généralisé d'ailleurs, qu'on n'ait pas eu l'idée de la pratique ailleurs. Oui, alors j'ai deux petites questions, remarques. La première, c'est justement sur cette nécessité de protéger le sceau, avec cette idée que en temps normal, en fait, le sceau est protégé par le document qui scelle, puisque fréquemment ces documents ils sont pliés et que le sceau est au sein de ce pliage. Donc est-ce que justement cette étude en cours et assez nouvelle sur vraiment ces protections de sceaux peut être croisée avec cette pratique, peut-être relire un peu cette pratique de le sceau qui est protégé par le document qui est scellé via le pliage, et aussi cette idée de est-ce que ces deux façons de protéger sont compatibles. Typiquement, on peut imaginer que des pochettes pouvaient être à l'intérieur des parchemins ou des documents pliés. À l'inverse, quand on est sur des boîtes rigides, cela l'exclut. Donc je ne sais pas si ça a déjà été creusé ou si justement ces deux approches rentrent en compétition ou est-ce qu'au contraire elles se complètent. Et après j'avais justement une remarque sur les boîtes à sceaux milanaises, typiquement celle de Gian Galeazzo, Maria Sforza. En effet, on retrouve plusieurs de ces boîtes et on les retrouve aussi bien donc, dans les archives milanaises que dans les archives typiquement des Gonzague où c'est envoyé. Donc c'est bien produit en tout cas par le sigillant et c'est envoyé avec le document, avec le sceau, puisque c'est reçu dans l'ensemble. Et sur déjà le discours que ça produit, typiquement on a beaucoup évoqué ce matin le fait que ça permettait de revenir des fois cette boîte à un sceau biface. Là typiquement ça permet de démultiplier le discours, puisque typiquement sur ces sceaux on a donc des devises sur le couvercle, on a d'autres devises à l'envers et on a à l'intérieur du couvercle encore une troisième devise. Donc il y a quand même tout un discours assez prononcé qui est fait. Et sur la mise en valeur du sceau, est-ce que aussi ça n'aurait pas un lien avec la nature du sceau en lui-même, typiquement pour les sceaux qui sont conservés dans ces sceaux, enfin dans ces boîtes à sceaux, on a aussi bien des empreintes de papier du sceau de Gian Galeazzo, Maria Sforza, qui sont connus et qui sont de la même matrice que les sceaux qui sont dans ces boîtes. Donc en fait, on connaît certains sceaux qui sont des sceaux donc pendants, et tous les sceaux pendants qu'on connaît, ou du moins que je connais, sont conservés dans ces boîtes-là. À l'inverse, on a pour la même matrice des empreintes de cette même matrice, mais sur des sceaux papier. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que justement les sceaux pendants étaient un sceau assez exceptionnel? Rien que faire un sceau pendant, c'était un investissement et une mise en valeur de l'empreinte, et que cela a été enrichi de quelque part par ces boîtes-là. Oui, merci Antoine. C'est des questions intéressantes. Moi, j'aime bien les questions de la pratique. C'est vrai que du coup, effectivement, quand on a un document avec une boîte comme ça et le sceau qui est attaché et que c'est un sceau qu'on ne peut pas extraire de la boîte, il faut bien arriver à le ranger d'une façon ou d'une autre. Et donc, de fait, c'est assez complexe de plier le document sur cette boîte ça peut être assez important en volume. C'est quand même... Donc c'est une bonne question, l'aspect pratique du document. Ce qui est évident pour la deuxième aspect de votre question, c'est que on hiérarchise, c'est-à-dire qu'un même sceau, mais ça on l'a vu dans plein d'applications, une même matrice produit des sceaux qui sont hiérarchisés sur toute une échelle par toute une série de moyens, la couleur de la cire, le mode d'attache, le fait que la charte soit ornée. Voilà, on sait bien qu'il y a toute une gamme qui se crée même si le même sceau est utilisé, produit par la même matrice, mais que les mises en œuvre vont créer toute une hiérarchie. Et clairement, ce type de boîte de luxe, de prestige, participe encore une fois, au nec plus ultra du document qu'on puisse recevoir. Ça participe à la vie du document avant son archivage. Je crois que c'est ça le problème. C'est qu'on est des boîtes qui sont protégées par l'archivage,
Il y a des boîtes de films qui ont peut-être d'autres usages, de présentation, d'exposition, de l'utilité de conservation. C'est peut-être ça aussi, les temps de penser. Oui, tu as raison, parce qu'avec les sceaux des traités, c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mise en scène. On voit bien que tout l'apparat qui est créé autour du document est fait pour le mettre en scène pour la cérémonie où précisément l'alliance va être solennisée. Donc oui, de fait, je pense que tu as raison. Il y a un investissement important pour le moment, qui n'est pas forcément que pour la pérennité, c'est vrai. Par ailleurs, il y a aussi des sachets de sceaux qui ne sont là que pour éviter que les fragments de l'objet cassé ne s'éparpillent, en fait. Alors, une manière de rassembler, en fait, dans une pochette qui est souvent d'ailleurs assez bricolée. Enfin, c'est pas souvent aussi beau que ce qu'on a vu. C'est vraiment des choses tout à fait pratiques, de petits sachets, en fait. On a un peu l'impression que le seau qui est enfermé était déjà cassé avant que... On ne sait jamais trop qui l'a pondu l'œuf, si effectivement on a mis dans un sachet des fragments ou si dans le sachet ça a fait de la poussière. Là, il y avait un grand seau équestre, en fait, dont les dimensions étaient, qui étaient brisées et qui correspondaient à une pochette qui l'entourait de près. Donc en fait, elle n'était pas prévue dès l'origine pour recueillir une grande galette. Donc en fait, c'est des sujets, je pense, assez compliqués parce qu'on ne sait jamais... Surtout les commentaires de Grégoire et de Arnaud prouvent bien qu'en fait, effectivement, il faudrait pouvoir reconstituer les étapes d'archivage. Et puis je me souviens avoir vu dans le fond de l'abbaye de Saint-Denis, il y a des actes dont non seulement les sceaux sont protégés dans des pochettes de lin, mais l'acte lui-même, en fait, est protégé par une sorte de rideau. Le lin est cousu en haut du document et le protège dans son entier. Et puis alors je voulais finir. C'est vrai qu'en fait le malheur de toutes ces choses-là, c'est au fond c'est la connaissance. C'est-à-dire que à mesure qu'on cherche à les étudier, on retire les protections. Il y a cette pratique très critiquable désormais de la mise à plat des documents pour numérisation, pour exposition, qui font perdre beaucoup d'informations, de pliage. Et au XIXe siècle, je pense qu'on a supprimé en fait énormément de ces sachets qu'on pensait être des sachets de protection bricolés, d'ailleurs qu'on a remplacés à grande échelle par des sachets en lin du XIXe siècle et plus tard dans les années 50 en satin. Donc voilà, c'est vraiment une préoccupation très ancienne en fait. Merci. Oui, alors moi je voulais revenir sur les boîtes en bois. En fait, j'ai l'impression, mais c'est peut-être aussi un effet de source du côté lorrain, que les boîtes en bois que j'ai rencontrées concernant la Lorraine, elles viennent essentiellement de l'espace germanique. C'est une pratique qui vient plutôt de l'Empire, et donc ça ne me semble pas complètement anormal de trouver autant de boîtes en bois dans les fonds alsaciens. Je pense qu'on aurait la même chose en ce qui concerne la Lorraine germanophone, quoi. Alors en Suisse, le constat est à mon avis le même. C'est germanophone comme pratique. Germanique. C'est sûr que les sources que je présente vont dans ce sens-là. Hein. C'est l'arc alpin, quoi. L'arc alpin, la vallée du Rhin, oui, c'est... Mais encore une fois, on est quand même très tributaire des sources qui ont été collectées. Donc, le jour où on aura exploré tous les fonds, et puis éventuellement Alors, il y a quand même un enjeu que j'ai pas trop souligné, mais on l'avait évoqué au fil des discussions, mais qui est les différentes mises en œuvre. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose d'avoir une boîte en bois qui vient protéger un seau pendant autonome que d'avoir un seau dans la boîte où là, de toute façon, on ne pourra pas séparer le seau de la boîte. Et à partir du moment où on fait un seau dans la boîte, de fait, la boîte ne peut pas disparaître sans qu'on fasse disparaître le seau. Voilà. Ce qui n'empêche pas que dans d'autres régions, on a peut-être fait des seaux indépendants mis en boîte et que les boîtes ont disparu, mais que les seaux sont toujours là. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez prudent. Ce qui est étonnant, c'est que les deux pratiques cohabitent vraiment. Et là aussi, il faudrait voir s'il n'y a pas un enjeu hiérarchique. À la même période, dans certains cas, et j'ai l'impression pour la même matrice, il faudrait creuser un peu, mais j'ai l'impression que la même chancellerie va parfois faire un seau dans la boîte avec vraiment une impression rivetée à la boîte, et dans d'autres cas, un seau autonome, on l'a vu d'ailleurs à la même période, les seaux de Victoria sont autonomes, et les seaux de la République sont autonomes aussi, d'ailleurs, on peut les sortir. Et en revanche, il y en a d'autres qui sont coulés dans la boîte.
Moi, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit avant. J'aurais voulu savoir si on parlait de protection par le pliage du seau. Est-ce que vous avez rencontré des cas où le parchemin et le seau ont fusionné? Amenant à ma deuxième question, à ce moment-là, est-ce que la protection aurait pour but de protéger le seau, mais aussi le traité? En admettant qu'on ait, je ne sais pas si la cire colle sur le parchemin et se répand. Est-ce que si on pliait, on utilisait le traité pour protéger le seau, est-ce qu'on n'a pas voulu séparer les protections à cause de dommages sur le papier dus au seau? Alors qu'on est, là je me tourne aussi vers mes collègues, qu'on est... Ouais, je me suis quand même toujours posé la question des seaux sous papier. Je vous avoue que je ne comprends pas très bien l'intérêt du seau sous papier. Alors quand c'est de la cire d'Espagne plaquée, mais même de la cire d'Espagne plaquée, pourquoi? En fait, souvent quand même le seau sous papier est moins lisible. Il y en a qu'on arrive à lire assez nettement, mais quand même en règle générale, les seaux sous papier sont quand même moins lisibles que des seaux sans papier du tout. Donc c'est quand même étonnant effectivement. Est-ce qu'on aurait par exemple voulu mettre le seau sous papier pour que quand on plie après le document, les frottements ne viennent pas éroder le seau? Mais ça sous-entendrait que pour revoir le seau dans son état original, il faudra enlever le papier. Mais comme le papier est collé par la laque, de toute façon, on ne peut pas le faire. Donc là, il y a toutes ces questions de pratique. Sur ce qu'évoquait Antoine, l'idée qu'on replie le document et qu'on glisse le seau à l'intérieur pour le protéger, je serais assez prudent parce que je ne parierais pas sur les façons dont on conserve les actes. Peut-être Arnaud ou les uns les autres, vous avez des idées, Jean-Luc, sur la façon dont vraiment on range les documents scellés au Moyen-Âge. Je ne garantirais pas qu'à chaque fois, on vient mettre le seau à l'intérieur et qu'on replie le document... Si. Et pourquoi on le fait plus? Alors pourquoi les archivistes le font plus au 19e siècle et qu'au contraire on voit toujours les seaux qui pendouillent et qui se cassent? Lire les textes, parce qu'on a publié, parce qu'on éventuellement passer un coup de fer à passer. C'est vraiment le même. Oui, il faut les mouiller. L'exposition, on est un plein, et pour la numérisation, on demande à ce plein, il y a des systèmes qui très longtemps. Ici, quand tu observes vraiment des actes pliés, qui ont même conservé leur pliage après le pliage, en fait, c'est vraiment des systèmes, c'est très lourd. Et on le sait parce que très souvent, des mentions en commun sont portées sur les femmes. Ce qui est visible. Donc, on s'est même reconstitué dans ces pliages, en fait, c'est très précieux. Et très souvent, le sujet est glissé à l'intérieur. Donc, ça crée un coup. Ce qui crée la lecture, en fait, c'est un empilement, en fait, de documents. D'ailleurs, c'est. Pour rentrer dans le tous ces actes sont rangés dans les boîtes, les uns sur les autres, et ça à l'intérieur. Et pour répondre à votre question, du coup, à la lumière de ce que dit Clément Blanc, la cire ne fond pas, en fait. Elle est chauffée au moment de la pression de la matrice, mais une cire médiévale, elle a plutôt tendance à sécher avec le temps et elle ne va pas fondre. Je crois même exposée à des grandes chaleurs, peut-être qu'elle sera molle, mais elle ne fondra pas. Faire une partie de la céréale en glissant sur le aussi. Ça, plus elle vieillit, plus elle devient cassante. Le problème de l'épique, c'est que ça ôte une partie du liquide de la cire. Donc ça dessèche la cire. La cire donne l'impression de précursir et en réalité, ça poudre. Et puis alors, il y a un moment où elle va devenir plus irritante. Il peut y avoir aussi des agents bactériens qui organisent. Quand je l'adore, il y a souvent une cire qui commence à devenir un peu purifiante, c'est que c'est perdu sous son gras. Ce n'est pas pour une question, mais plutôt un complément ou un témoignage. On s'éloigne un peu des traités du 19e siècle, mais je pense que je suis le seul, en partie britannique ici, dire ce qu'il en est de la pratique britannique aujourd'hui, puisqu'on scelle toujours des actes. Donc les lettres patentes de concession d'armoiries sont scellées. Et les sceaux sont, alors, en Angleterre, sont protégés systématiquement par des boîtes. En Écosse, il y a le choix entre sceaux plaqués et sceaux pendants. Et les sceaux pendants sont protégés par des boîtes. Curieusement, c'est la même boîte en Angleterre et en Écosse, ornée d'une couronne qui est la même en Angleterre et en Écosse, alors que les rois d'armes n'ont pas les mêmes couronnes en Angleterre et en Écosse. Et enfin, le grand sceau du royaume, lui, n'est pas protégé. Ce qui est un peu curieux dans la hiérarchie des sceaux, parce qu'on pourrait imaginer que le sceau du royaume, le grand sceau, soit protégé, alors que des sceaux des rois d'armes figurant sur les lettres de concession ne le soient pas. Mais voilà. C'est récipiendaire, c'est un écran.
vous avez vu ça pour les confessionnels du Palais de la Croisade. Effectivement, on pouvait obtenir donc le document qui prouvait qu'on avait participé. En fait, il y avait il y avait un sceau pendant sur parchemin qui coûtait beaucoup plus cher qu'un qu'un document en papier avec sceau plaqué. Et donc là, c'était voilà, il y avait en fonction de ce qui était donné, c'était tarifé. Ouais, bien sûr, et donc c'était beaucoup plus. Oui, mais ça c'est classique. Ouais. Bon, je pense qu'on a fini avec les questions.